Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Smart Bourse, votre rendez-vous quotidien, tous les jours, du lundi au vendredi. On explore tout ce qui se passe sur la planète finance de 17h à 18h en direct et il s'en passe des choses. On va décrypter avec nos experts ce qui s'est passé aujourd'hui sur les marchés. Que faut-il faire face à ce conflit au Moyen-Orient? En tout cas, les marchés, eux, voient rouge à peu près sur tous les segments de la côte et sur tous les pays. On va décrypter ça dans un instant. Le pétrole qui n'en finit pas de monter. Alors jusqu'où vont-on arriver à $100? En tout cas, ça crée un véritable risque d'inflation. Et puis enfin, dans le dernier quart d'heure, Scale Up. On verra comment l'Europe peut et doit restaurer sa souveraineté technologique. Voici pour le sommaire de Smart Bourse. Tout de suite, on fait le point sur les marchés. Et comme tous les soirs, on démarre cette émission Smart Bourse avec ce que vous devez savoir sur ces marchés, sur cette journée boursière avec Pauline Gratel. Bonsoir. Bonsoir. Bien sûr, on se pose la question, ce conflit au Moyen-Orient, il est encore bien sûr à la une aujourd'hui, Pauline. Oui, pour l'heure, les marchés attendent de voir comment la situation va évoluer et les investisseurs se demandent combien de temps cela va durer, probablement plus que prévu. Les États-Unis et Israël poursuivent les bombardements simultanés à l'encontre de l'Iran et du Liban. Le détroit d'Ormuz, point hautement stratégique puisque 20% de l'approvisionnement mondial de pétrole passe par là, reste totalement bloqué. Et donc, conséquence logique, le prix des pétroles s'envole. Le prix du baril de Brent est au plus haut depuis un an, autour de $85, en hausse de 10% au cours de la séance. La fermeture de la plus grande usine de production de gaz naturel liquéfié du monde au Qatar fait bondir les prix du gaz européen de 40% au cours de la séance. Malgré ces hausses significatives, les prix ne sont pas démesurés et leur évolution dépendra de la durée et de l'ampleur du conflit. Si les prix continuent de monter, cela aura sans doute un impact sur l'inflation qui s'établit d'ailleurs en hausse de 1,9% sur un an au mois de février. Pour l'ensemble de la zone euro, c'est un petit peu plus que prévu. Cette escalade, bien sûr, ça fait fléchir l'ensemble des grands indices actions. Oui, en Europe, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 cèdent jusqu'à 4% au cours de la séance. Côté français, le CAC 40 trébuche de 3,5% et repasse autour de 8100 points. Presque toutes les valeurs sont dans le rouge. Dans les plus fortes baisses, on trouve Accor, qui plonge encore de 5% aujourd'hui, après son repli de 10% hier. Les banques avec Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole qui cèdent également toutes plus de 5%. Ailleurs en Europe, le DAX et l'IBEX fléchissent respectivement de 4 et 5%. Aux États-Unis, on avait bien résisté hier, c'est pas le cas aujourd'hui. Oui, les grands indices évoluent en repli d'environ 2,5% à ce stade dans les valeurs à surveiller comme hier et comme en Europe, on garde un œil sur le secteur du tourisme, les compagnies aériennes, etc. Je voulais aussi faire un point sur l'Asie parce qu'il est important de notifier le plongeon du Kospi de plus de 7% en clôture. Le dispositif de régulation Sidecar a été activé. Le Nikkei japonais de son côté a clôturé en repli de 3%. Enfin, l'indice VIX de la volatilité s'envole encore de plus de 20% au cours de la séance. On regarde également ce qui se passe du côté des marchés obligataires, Pauline. Oui, on observe que les rendements sont globalement volatiles après leur légère hausse entamée hier avec un rendement américain à 10 ans entre 4,05 et 4,10% au cours de la séance. En Europe, le rendement allemand à 10 ans grimpe d'environ 10 points de base, autour de 2,80% ce matin avant de céder à nouveau 5 points de base. Le rendement britannique, lui, prend 15 points de base autour de 4,55%. Le dollar se renforce encore, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1580. L'or et l'argent sont en repli. On va en parler justement du métal jaune. Du côté des résultats, bien sûr, ils sont passés au second plan avec cette actualité chargée. Oui, j'ai quand même regardé les comptes de Target qui ouvrent en hausse de 6% malgré des ventes en repli de près de 2% pour son exercice clos en janvier 2026. Mais les prévisions de vente annuelles sont supérieures aux attentes. Et puis, il y a un des petits chouchous de la cote en ce moment, Thales. Thales fait état d'une année solide portée par ses activités de défense notamment. Le résultat net ajusté progresse de 6% à 2 milliards d'euros l'an dernier. Le chiffre d'affaires progresse de 9% en données organiques à 22 milliards d'euros. Enfin, le groupe s'attend à un chiffre d'affaires en hausse en 2026. Le titre est en repli à Paris, mais comme la quasi-totalité des valeurs du CAC.
Enfin, que va-t-on surveiller demain ? Demain, on attend le taux de chômage de la zone euro et les prix à la production industrielle pour le mois de janvier, aussi pour la zone euro, ainsi que les PMI services de février. Aux États-Unis, c'est la semaine de l'emploi. Et demain, on attend l'enquête ADP sur l'emploi privé du mois de février qui intervient en préambule donc du rapport officiel sur l'emploi du département du travail américain vendredi. On regardera aussi l'ISM service américain de février. Merci Pauline pour ce tour complet de l'actu. Allez, tout de suite, place aux experts. Comme tous les soirs dans Planète Marché, 3 experts, 2 experts, une experte en plateau. On est ravis d'accueillir Céline Picmal-Prat. Bonsoir Céline. Bonsoir Fabrice. Vous êtes présidente de Picmal Autumn Investments et vous allez nous parler de l'or ce soir, une fois de plus. Peut-être. Voilà. Mais entre autres. À vos côtés, Anthony Morlet-Lavid-Dali. Bonjour Anthony. Bonjour Fabrice. Économiste chez Rexecode, membre de BSI Economics. Tout va bien Anthony? Impeccable. Vous êtes prêt pour commenter cette journée sanglante sur la bourse? Exactement. Enfin, Gilles Etcheberry-Garay. Bonsoir Gilles. Bonsoir Fabrice. Vous êtes président, directeur des investissements chez Elcano Asset Management. Elcano, on rappelle pourquoi ce nom? Le navigateur, premier homme à avoir fait le tour du monde à la voile en ramenant l'expédition de Magellan à bon port. Et accessoirement, il était basque. Bon, voilà. Comme vous, Gilles, amateur de rugby, mais bon, on a fait déjà... on a parlé un petit peu avant l'émission. C'est pas le sujet, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a beaucoup de choses sur la table, avec ces marchés qui continuent à flancher. Céline, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'on a vu une première salve hier. On avait parlé des gagnants, des perdants. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est perdant, avec des baisses assez sensibles sur les grands indices mondiaux. Alors, ça semble finalement assez logique que tout le monde soit perdant, parce que dans un premier temps, quand vous avez une panique de marché, vous allez sortir ce que vous pouvez sortir. Donc, les actions sont liquides. Oui. Donc, elles ont tendance à beaucoup plus chuter que le reste, parce qu'elles ont la capacité de vous donner du cash assez rapidement si vous en avez besoin. On s'en débarrasse. Voilà. Mais on a vraiment l'impression que là, on jette tout par-dessus bord. Et vous jetez tout par-dessus bord. Et puis, vous pouvez aussi vendre ce qui avait bien... ce qui avait enregistré des bonnes performances. Donc, les premières séances auxquelles nous assistons depuis hier sont pas forcément les plus importantes. Il va falloir qu'on attende un petit peu, peut-être de faire le bilan, la fin de la semaine, pour se dire véritablement qu'est-ce qui joue son rôle de bouée de sauvetage par rapport au reste. Donc pour l'instant, on est dans une panique. On sort tout par-dessus bord. On cherche tous à avoir désespérément du cash, sachant que le niveau de cash globalement est au plus bas historique de la part des investisseurs et qu'on est rentré dans cette crise avec un niveau d'optimisme inégalé et un niveau de dette pris par les investisseurs également inégalé depuis 2000. Donc on a des ingrédients toxiques en place. On arrive également dans cette crise avec des niveaux de valorisation sur le marché action américain qui représentent à peu près 2/3 du marché action mondial au plus haut. Depuis 1929. Donc on a beaucoup d'ingrédients compliqués à intégrer dans l'équation actuelle. Mais ce qui va être intéressant, effectivement, c'est de se poser la question de ce qu'il faut faire ensuite. Donc dans un premier temps, pour l'instant, pas grand-chose parce que tout dégringole en même temps. Est-ce qu'on participe mais à mon sens, mouvement, c'est la question un peu tarte à la crème, mais est-ce que nous aussi on peut faire comme les grands institutionnels, sauf qu'il peut, on jette tout par-dessus bord, on attend que ça se tasse? Ça dépend de ce que vous avez dans votre assiette, j'ai envie de dire. Si vous êtes sur des actifs qui sont effectivement extrêmement chers, c'est peut-être pas la peine d'attendre que vous ayez une baisse de 50% pour sortir. Donc si vous avez des actifs peut-être de sociétés qui sont déjà extrêmement chères, qui ont très bien performé, qui sont potentiellement à risque, il faut se poser des questions. Voilà. Mais si vous êtes sur des actifs qui sont peu détenus, peu chers et sur lesquels on a un environnement qui peut être positif, ça me semble pas du tout être le bon moment pour le faire. À mon sens, il y a une rotation qui a commencé sur les actions depuis 1 an, et je ne pense pas que la crise actuelle remette en question la rotation vers de nouveaux horizons. Donc je pense que ça, c'est quand même un message que je voudrais faire passer aujourd'hui. Ne changez pas de cap. Oui. En raison du mouvement, en raison du mouvement d'aujourd'hui. Alors parce la rotation va continuer. On va en parler dans un instant. On va continuer notre rotation sur la table avec réaction d'Anthony. Céline vient de parler de panique. Est-ce que vous êtes d'accord?
Alors le mot est peut-être un tout petit peu fort au sens où, bon, évidemment, on voit un recul des indices, mais au fond, c'est juste normal. Je veux dire, compte tenu de l'ampleur du choc, je veux dire, ça aurait été difficile de voir les marchés passer complètement au travers. Je pense qu'il y a une forme d'attentisme, mais on pourra aller plus bas. C'est ça le vrai sujet. C'est qu'en réalité, on n'a pas forcément épuisé toute la baisse. Ça dépend beaucoup de ce qui se passe d'un point de vue géopolitique. Et là, on voit bien les gros sujets. C'est d'une part, est-ce que le détroit d'Ormuz va rester bloqué plus longtemps que prévu? Et là, c'est un vrai sujet. Oui. On voit notamment que ça pose de grosses difficultés à la Chine. Quand on regarde un peu le prix des tankers, là, désormais, qui font le trajet entre Chine et Moyen-Orient, on est quasiment au plus haut historique, au même niveau que 2022, à 2400 à peu près dollars le trajet par jour. Donc c'est colossal. Et puis il faudra surveiller d'autres détroits, typiquement Bab el-Mandeb, tout ce qui se joue dans la zone va devenir quand même assez déterminant, parce qu'il y a beaucoup de marchandises qui transitent. Et je pense qu'on n'est pas complètement au bout de nos surprises. Il faut avoir en tête que le marché va repricer tout un tas de scénarios. Par exemple, une croissance un peu plus faible. On sait qu'environ 10 dollars de plus sur le baril de pétrole, sur la croissance mondiale, c'est moins 0,1, moins 0,2% de croissance sur l'année qui vient. Donc si on prend 20 dollars, on peut vite faire les calculs. On a entre 0,2 et 0,4% de croissance en moins. Et puis un peu plus d'inflation. Donc tout ce qu'on jouait sur la désinflation, sur les taux, etc., il faut quand même repricer. Le marché est en train de le faire. Mais il se pose évidemment beaucoup de questions sur les points d'atterrissage. Donc je pense qu'à ce stade, il y a toujours un peu d'attentisme pour voir exactement comment se positionner. Donc c'est loin d'être simple. C'est toujours facile de dire qu'il y a de l'incertitude. Mais je crois que là, on est vraiment dans une période où bien malin celui qui est capable de dire où on sera dans 2-3 jours. Gilles, quant à vous, la fin du début ou le début de la fin? Alors, il faut noter que la différence fondamentale par rapport à hier, c'est que les marchés, le monde a pris conscience d'un changement de stratégie des Iraniens. Si on revient en printemps, on avait eu un échange de missiles avec Israël, Oui. ça qui n'existe plus. Et en fait, là, on voit la stratégie de survie du pouvoir iranien est très claire, c'est de saccager l'économie mondiale pour faire reculer Trump. Donc aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Ils sont attaqués à les trois forces économiques de la région, qui sont le détroit d'Ormuz, les usines de gaz liquéfié au Qatar, et Dubaï et Abu Dhabi, qui sont les aéroports de transit, et avec des dizaines de milliers de gens qui sont coincés partout dans le monde. Oui. Donc il y a vraiment une stratégie de faire le plus de dégâts possible sur les marchés financiers, et je pense que c'est ce dont on a pris conscience hier. Parce que c'est TACO, hein, Trump always chicken out, c'est la seule façon dont on a vu que Trump a reculé, Groenland ou ailleurs. C'est l'argent. C'est l'argent, c'est les marchés financiers américains, la remontée des taux américains et la baisse des marchés. Et donc, il y a une stratégie aujourd'hui délibérée du pouvoir iranien de s'attaquer à ça. Ils envoient pratiquement pas de missiles sur Israël de temps en temps par rapport à ce qui a été fait en avril. Ils se concentrent sur essayer de faire le plus de dégâts possible. Sur les points névralgiques de l'économie, finalement. Qui sont localisés localement. Donc effectivement, on regarde ce qui se passe dans le détroit de Suez, mais en tout cas, c'est une stratégie aujourd'hui qui paraît délibérée de faire reculer les Américains, parce que si les Américains arrêtent, les Israéliens arrêteront, à travers ce qui a apparu depuis 1 an et demi, la seule façon de faire reculer Trump dans ses décisions qui étaient les marchés. Donc, alors pourtant, le président américain, pour l'instant, il clame on ira aussi loin que nécessaire. Hein, pratiquement le whatever it takes. Il disait ça également le 3 mars. Ou non, le 3 avril, juste après, en disant que les tarifs, c'était les plus belles choses et tout ça. Et 15 jours après ou 3 semaines après, on a vu le retournement quand le taux américain, le 30 ans, s'est approché de 5%. Hein. Donc voilà, ils disaient la même chose, qu'ils étaient prêts à encaisser. Et à un moment, ils ont arrêté et ils ont fait un retournement en fin avril sur les droits de douane et sur le déficit américain aussi, hein, donc le Doge. Quand ce fameux taux 10 ans se sont notamment tendus à l'extrême, on était c'est surtout le 30 ans en fait, parce que le Trésor Bessent surveille le 30 ans parce que c'est tous les marchés hypothécaires américains dépendent totalement du 30 ans. Et un des objectifs avoués de l'administration américaine aujourd'hui, c'est de refaire démarrer le marché immobilier américain, qui depuis 2 ans est en panne. En faisant baisser les taux et en remettant une bulle spéculative. Je pense que pour Scott Bessent, c'est vraiment la façon de redémarrer aujourd'hui l'économie américaine qui marche sur qui a un cylindre. Il y a le cylindre de AI qui fonctionne, mais que le cylindre, je dirais, tout ce qui est sensible au taux, immobilier, automobile, est franchement en panne. L'AI masque tout ça, mais eux, ils en sont conscients et je pense qu'il y a vraiment une stratégie de faire baisser le 30 ans. Oui. Et le 30 ans, c'est la valeur qui surveille. Et là, il y a la montée. Et je pense que les Iraniens en ont pris conscience et ils essaient de faire pression sur l'économie américaine avec cette arme-là. Et voilà. Et je pense que c'est ce dont a pris conscience le monde financier hier.
Et voilà, c'est pour ça que hier, on avait le marché américain en hausse et le reste, et en disant même pas mal. Et ce matin, tout le monde part à la baisse. Sur ce plateau, Pierrick Dugas, hier, notre correspondant américain, nous disait justement il faut faire attention que ce conflit ne dure pas trop, notamment pour Trump. Si c'est quelques jours, quelques semaines, ça va. Si c'est plus long, c'est là où on serait réellement pénalisé, où finalement, ce qu'anticipe le marché, ça pourrait se concrétiser encore plus. C'est une pique quand même. Alors, pénaliser, oui, mais quoi qu'il, de toute façon, et pour rebondir sur ce que disait Gilles à l'instant, nous sommes en train de rentrer quand même dans une nouvelle ère. Là, on est tous en train de parler du comportement d'un dirigeant, d'un pays démocratique, du comportement d'un leader qui devrait avoir un comportement rationnel et qui est extrêmement compliqué à déchiffrer chaque matin au réveil. Donc on est dans un environnement qui est beaucoup plus risqué que ce qu'on pouvait anticiper il y a 1 ou 2 ans. Donc c'est une nouvelle donne, c'est un nouvel environnement auquel il faut faire face avec Joe Biden aujourd'hui. Voilà. Mais donc maintenant, il faut l'intégrer et il faut réfléchir avec. Il ne faut pas aller contre, mais il faut le penser et l'intégrer dans son raisonnement. Donc, il y a quand même plusieurs conséquences. La première, c'est qu'on parlait tout à l'heure, effectivement, de l'or, du dollar, des devises, mais on est clairement dans un environnement où vous vous dites, quand je suis un dirigeant d'un pays émergent, peut-être que demain matin, je vais me réveiller et on va me dire que je suis devenu l'ennemi numéro 1 de Donald Trump, et peut-être que du coup, faut vraiment pas que j'ai des devises américaines au sein de mes réserves, parce que peut-être que ça vaudrait 0. Donc on a déjà un point de bascule, puisque aujourd'hui vous avez moins d'obligations américaines dans les réserves internationales que d'or. Mais cette tendance, à mon sens, va continuer de se croiser. Voilà. Il y a plus d'or. Donc on est à 25% à peu près pour chaque. Mais cette tendance, elle risque encore de s'accélérer, parce qu'on a eu le Venezuela, maintenant on parle de l'Iran. Enfin, voilà, on voit qu'on est dans un environnement quand même juste compliqué. Juste une question technique sur ce chiffre. Ça s'est croisé aussi parce qu'il y a un effet prix sur l'or, où on le mesure en lingot constant, j'allais dire. Non, il y a un effet prix. C'est un effet prix. Il y a un effet prix. Mais il faut avoir en tête que on était monté avec l'or qui représentait plus de 60% des réserves de change internationales. Donc on est à 25%, on est quand même bas. Et c'est ce qui est compliqué, ce qu'il faut avoir également en tête, c'est que le pourcentage est plus élevé dans les pays développés que dans les pays émergents, paradoxalement, alors que c'est eux qui sont le plus à risque, enfin émergents. Les pays qui potentiellement pourraient être confrontés à un problème avec M. Trump. Il faut dire que les réserves d'or, on les a quand même depuis longtemps. Voilà, c'est ça, on les a constituées, alors qu'eux ne l'avaient pas constitué. Donc on est vraiment dans une course. Et pourtant, leur baisse, alors juste une petite parenthèse, c'est leur baisse en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a prise de bénéfices, il y a un peu le sauve qui peut. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est la valeur refuge. D'ailleurs, ça avait un petit peu monté hier. Là, ça a perdu 3%. Finalement, un petit peu moins. Enfin, on est quand même à plus 20% depuis le début de l'année. On avait monté beaucoup, on avait monté de façon très forte, très vite. Donc on est un peu dans une phase de digestion, mais j'ai pas d'inquiétude sur le fait que l'or retrouve son statut de valeur refuge, à mon sens, au cours des prochains mois. Et sachant que, on en parlait tout à l'heure avec l'évolution sur les 10 ans américains, on voit bien que quand vous constituez un portefeuille aujourd'hui, si vous êtes une caisse de retraite ou un institutionnel, vous voulez diversifier vos investissements. Et aujourd'hui, vous avez une corrélation très forte entre les marchés obligataires et les marchés actions. Puisque, on le sait, vous avez des États qui sont très endettés, que ce soit les États américains ou les autres pays développés. Donc, c'est pas évident d'avoir une diversification de portefeuille en allant chercher l'obligataire. Donc, la diversification, elle se fait notamment par les métaux précieux, qu'on avait connus dans les années 70. Donc, pour l'instant, je pense qu'on a encore, et quand je regarde la pondération de l'or ou des métaux précieux dans les fonds de pension, les endowments, etc., on est à 1 ou 2%. Donc, quand on dit tout le monde a de l'or, j'ai envie de dire non, je ne crois pas complètement. Non, ça pourrait continuer. Donc, ça pourrait continuer par la demande des banques centrales et par la demande des institutionnels qui cherchent une diversification en dehors simplement de la poche obligataire qui devrait faire ce frein, mais qu'elle ne fait plus. On l'avait déjà constaté lors des précédentes crises au cours des derniers mois. Anthony a parlé là, sur, je vous parle bien sûr de l'or, mais il y a aussi le pétrole. Le pétrole qui inquiète. Alors certains disent, voilà, peut-être demain le pétrole à $100 si ça se crispe, avec ce détroit d'Ormuz complètement paralysé aujourd'hui, 20% de la consommation mondiale là, dans les tankers. Et bien sûr, on se pose derrière la question du retour de l'inflation. On sait très bien que c'est un des principaux drivers. Et d'ailleurs, cette désinflation, les chiffres en témoignent aujourd'hui, c'était aussi le fait
fait qu'on ait ce baril qui avait énormément baissé tout au long de l'année dernière. Complètement, c'est à la fois, ce qui a drivé la désinflation, c'est à la fois la baisse des prix énergétiques, et puis au passage, ça avait soutenu la croissance. Même en France, c'est ce qui a permis d'avoir une croissance plus résiliente que prévu. Il faut avoir en tête qu'un choc sur les prix énergétiques, parce que d'ailleurs, c'est pas que le pétrole, on a aussi le gaz, et nous, Européens, on va être quand même massivement concernés par ce problème. D'une part, c'est un effet récessif un peu à l'échelle globale, mais c'est surtout un transfert quand même important des importateurs vers les producteurs. Et donc, on voit bien qu'il y a deux zones qui sont très pénalisées aujourd'hui, c'est plutôt l'Asie. On voit bien avec l'Inde et la Chine qui commencent à se poser de sérieuses questions sur leur approvisionnement en pétrole, même si la Chine avait constitué d'importantes réserves. Évidemment, tout le monde se tourne vers la Russie. Donc là, on a un des grands gagnants, c'est que même l'Europe finit par se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas réouvrir potentiellement quelques gazoducs pour remplir les caisses, parce qu'en plus, on est à des niveaux historiquement bas. On est parti d'un point sur les réserves où on a attaqué l'hiver avec seulement 80% de nos réserves remplies, alors que l'année précédente, 2023, était plutôt autour de 100%. Donc, malheureusement, on a mal anticipé, on a mal joué le coup. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et l'Europe va se retrouver, elle aussi, prise en étau, puisque notamment, quand on parlait des actions, je pense qu'il y aura une discrimination importante en fonction des zones, et on risque d'avoir quand même des entreprises européennes qui vont souffrir plus qu'ailleurs, a fortiori qu'aux États-Unis. Donc là, il y a des vrais sujets. Et sur la trajectoire de l'inflation, évidemment, le premier canal à surveiller, ça sera les prix à la production. C'est là où on verra très rapidement les premiers signes de tension éventuelle, mais il est certain que ça va mordre, et on sait bien... Alors, il y a deux points. Il y a d'une part les effets prix, c'est-à-dire, évidemment, si tout le monde s'approvisionne plus cher, à la fin, ça va rentrer dans les prix à la production, et ça va se transmettre ensuite au consommateur ou à l'entreprise qui achète. Et puis il y a le risque de pénurie quand même sur les volumes. Et alors là, c'est un autre monde, parce que là, c'est un effet récessif absolument majeur. Et ça, si on rentre dans cette voie-là, là, pour le coup, on aura des effets négatifs même sur les marchés beaucoup plus importants. Oui. Donc il faut dissocier l'effet volume, l'effet prix. L'effet prix, on va l'encaisser, mais ça sera plus d'inflation. L'effet volume, là, c'est encore un autre changement de monde. Pour l'instant, on n'y est pas. On espère qu'on n'en prendra pas le chemin, mais c'est quand même un risque à ce stade. Gilles, c'est étonnant cette séquence, parce que en même temps on avait déjà ces bruits de bottes là qui couraient depuis quelques semaines, mais on est toujours en tout cas quand la bourse réagit, on est toujours un peu sidéré. C'était ce qui s'était passé aussi il y a 4 ans avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec ces marchés qui réagissent de façon épidermique, et puis on anticipe complètement un changement de paradigme tout à coup. Oui, mais là, je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a eu Maduro, ça s'est passé, ça a été digéré sans problème. On voyait ce qui s'était passé au printemps dernier, ça n'avait pas posé de problème majeur. Je veux dire, ce qui a surpris, c'est le changement de stratégie. Mais pour revenir sur le... Changement de régime. Stratégie. La stratégie de survie du régime iranien a changé. Et ça, c'était la surprise qui n'était pas anticipée. Et c'est là aujourd'hui ce qu'on paie aujourd'hui. Mais pour revenir sur le gaz, effectivement, en Europe, je veux dire, heureusement, on voit le temps printanier dehors. L'hiver a été particulièrement froid en Europe. C'est pour ça aussi qu'on avait les réserves qui étaient au plus bas. Donc, si jamais ce temps se maintient, ça risque de soulager. Enfin, ça va soulager la demande, même si l'interruption éventuelle sera difficile à gérer. Vous craignez un retour de l'inflation si le prix de l'énergie recommençait à pointer vers C'est une question d'équilibre. Je pense que les hausses des prix de l'énergie, en tout cas dans les pays développés, sont plus récessives qu'inflationnistes. Parce que, en fait, c'est une taxe sur la consommation d'énergie au profit des pays producteurs, qui en l'occurrence achètent essentiellement du matériel militaire. Donc je pense que le risque, c'est que si ça dure trop longtemps et que si les prix montent fort, on a une récession qui n'était pas anticipée, puisqu'en début, on est quand même parti, au début d'année, sur une vision d'une accélération un peu inflationniste de la croissance mondiale. C'est pour ça qu'on a eu la rotation, on en parlait tout à l'heure, la rotation vers les industriels, des choses comme ça. Là, les industriels, les cycliques, ça va être compliqué si les prix de l'énergie restent à ce niveau. On avait un retour de la chimie européenne, tout ça, c'est des choses qui risquent d'être interrompues si jamais on a ce problème de prix de l'énergie qui se maintient à des taux élevés. Donc, je dirais que le risque majeur de cette séquence, au-delà du fait qu'il va falloir baisser, après, pour le détroit d'Ormuz, il faut voir qu'aujourd'hui, les Américains attaquent les bases navales iraniennes et essaient de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Ils pourraient le sécuriser, alors après on est plutôt dans la géostratégie, on va. Ils pourraient le sécuriser entièrement avec leur flotte ? Alors, le problème, c'est que les Iraniens ont 2 moyens de fermer le détroit d'Ormuz, c'est des mines et des missiles antimarins. Les missiles antimarins sont en surface, donc ils sont en train de les chasser. Ils chassent aussi les sous-marins, et là, ils ont coulé un certain nombre de sous-marins. Après, s'il y en a un qui s'échappe et qui met des mines, voilà, le mal est fait. Hein. En fait, le problème, c'est que c'est un peu comme les Ukrainiens dans la mer Noire. Aujourd'hui, le principal ennemi des marines marchands du monde, c'est les assureurs. C'est pas voilà, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de primes d'assurance possible, les gens n'envoient pas leur bateau. Donc, à partir du moment où les assureurs aujourd'hui, on dit qu'il n'y aurait plus d'assurance sur le détroit d'Ormuz, de facto, ça arrête le trafic maritime, hein, jusqu'à ce
montre que ce soit possible. Donc voilà. Donc, je pense qu'il y a les Américains en particulier essaient de maintenir ouvert le détroit d'Ormuz en attaquant, parce que ça fait 2 jours qu'ils attaquent les bases navales iraniennes pour les empêcher de fermer effectivement. Mais aujourd'hui, ça a été fermé par les assureurs. Très bien, les assureurs, puisque ben oui, que les mots là, finalement. Oui, parce que c'est ce qui compte pour les armateurs. De pouvoir assurer. C'est bien de le repréciser. Voilà, c'est les rouages de l'économie en direct. Céline Picard, tout à l'heure, vous nous avez parlé de rotation. Voilà, est-ce que c'est un mouvement tactique ou pour vous, ça avait l'air d'un mouvement plus fondamental et qui ne serait pas remis en question? Expliquez-nous. Non, je pense qu'effectivement, vous avez des rotations qui ont lieu à peu près tous les 10 ans sur les marchés actions. On parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé en 2008, mais avant, vous avez eu 2000. En 2000, on avait une rotation, on a été sorti des valeurs de la technologie à la faveur de la baisse des marchés en mars. Puis après, on avait eu déjà une crise géopolitique avec les attentats du 11 septembre, septembre 2001. Et à ce moment-là, on était obnubilé effectivement par ce nuage d'incertitude qui pesait sur les États-Unis, qui nous entraînait en guerre avec Bush, qui entraîne une guerre au Moyen-Orient. Et l'élément important en 2000, finalement, c'était l'entrée de la Chine dans l'OMC, et c'était la construction d'un nouveau leader industriel mondial qui était le leader chinois. Et malgré l'entrée en guerre à partir des attentats, les sociétés cycliques, si on les appelle comme ça, qui profitaient du boom émergent, se sont très bien comportées entre 2000 et 2008. Avec la fin de la bulle Internet. Avec la fin de la bulle Internet. Ça a été la revanche de la vieille économie. Une rotation. Oui. Et donc, à l'époque, tous ceux qui ont profité des baisses de marché pour racheter des sociétés technologiques n'en ont en aucun cas profité. Il fallait racheter des valeurs technologiques en 2010-2011. Aujourd'hui, à mon sens, on est dans un environnement qui n'est pas si éloigné que celui que nous avions connu à l'époque. On arrive dans cette crise avec des valeurs technologiques qui sont surdétenues, survalorisées, qui représentent des poids considérable dans les indices supérieurs à 40%, on est au-dessus de 2000. Et dans le même temps, on voit bien qu'on parle aujourd'hui de souveraineté, on parle d'autonomie énergétique. On a des soucis qui sont très très différents de ceux qu'on avait il y a quelques années. Et pour répondre à ce souci d'indépendance énergétique, il faut construire des panneaux, des usines de production d'électricité renouvelable. Il faut transmettre cette électricité. Il faut construire une industrie de la défense qu'on n'avait pas. Il faut relocaliser nos industries en local, ce qu'on n'avait pas fait par le passé, etc. Et on est dans un nouvel environnement. Post-bulle Internet, on aura une revanche de la vieille économie et que finalement, on aurait un peu après cet emballement sur l'IA, comme on a eu l'emballement sur l'Internet. Voilà. On serait dans cette nouvelle séquence pour vous ? J'en suis convaincue. Ouais. Je pense qu'effectivement, on le sent quand on parle aux entreprises, on voit qu'on a des sociétés qui sont peu détenues, peu valorisées et qui profitent d'un momentum qui leur est favorable. Je ne dis pas que c'est l'ensemble des sociétés, peut-être pas les sociétés de pétrochimie dont vous parliez tout à l'heure, mais il y a des sociétés qui vont se retrouver bien positionnées. J'ai à de multiples reprises parlé de Total Énergie sur des plateaux au cours des derniers mois. Je pense qu'une société comme Total a des atouts dans ses mains. Il est difficile aujourd'hui de rentrer sur le marché de l'énergie si vous êtes un nouvel entrant. Vous avez des barrières à l'entrée, à mon sens, aussi importantes que celles que vous avez si vous voulez faire un système d'exploitation pour les ordinateurs que vous voulez concurrencer Microsoft. Ce sont des barrières à l'entrée qu'on avait peut-être sous-estimées, et quand vous avez un coupon de 6 ou 7%, ça me semble être intéressant. Voilà. Un petit peu moins, parce que... Aujourd'hui, parce que ça a un petit peu monté, mais quand même. Voilà. Donc, on est en train de retrouver le goût des actifs réels. Messieurs, vous souscrivez à cette rotation? Pour compléter, je suis un petit peu plus prudent, en quelque sorte, pour plusieurs raisons. D'une part, je pense que la tech d'aujourd'hui, c'est quand même elle qui fait les gains de productivité, notamment aux États-Unis. Elle ne déçoit pas encore. C'est vrai qu'il y a un risque. Si ça déçoit, là, très clairement, ces niveaux de valorisation seront plus justifiés. Mais aujourd'hui, quand on regarde à quel point ça a une force déterminante dans la productivité américaine, ça me semble difficile de faire sans. Et sur les discours de souveraineté, ce qui est malheureux, et j'espère que je me tromperai, mais c'est que c'est beaucoup dans les discours et dans les paroles, notamment en Europe.
Et la concrétisation, elle met quand même du temps à se matérialiser. Et si on est dans un nouveau choc énergétique que l'on est en train de vivre aujourd'hui et que les prix de l'énergie, notamment en Europe, bondissent, j'ai beaucoup de difficultés à penser qu'on sera en capacité de refaire de l'industrie sur le territoire, même celle qui est jugée stratégique, souveraine, peu importe comment on les définit. Donc je suis un petit peu plus prudent. Et même on le voit aux États-Unis, par exemple, sur la réindustrialisation, on voit bien qu'il y a un grand nombre de projets désormais qui sont annulés, qui étaient annoncés et qui sont en train de s'annuler progressivement. Alors ça touche beaucoup tout ce qui était green, tech, etc. Mais quand même, on voit bien que c'est en train de les projets se focalisent uniquement sur les sujets stratégiques type semi-conducteurs, toutes ces industries qui vont être cruciales, notamment pour les secteurs porteurs aux États-Unis, mais on n'est pas en train de parler d'une réindustrialisation de l'ensemble de la base productive américaine. Donc voilà, l'industrie dans le monde occidental, je suis plus prudent parce que je pense que la Chine restera quand même toujours aujourd'hui l'endroit où va progresser l'industrie et va continuer de gagner des parts de marché à l'export. Ça va continuer à être l'usine, l'atelier du monde finalement. Mais malheureusement, c'est le rouleau compresseur chinois. On ne peut pas faire grand-chose face au niveau des prix qu'ils nous proposent. Sur la rotation, justement, on voit quand même depuis quelques mois que c'est vrai que toutes les valeurs IA étaient un peu à la peine. On a eu une première secousse en novembre avec bulle, pas bulle. En tout cas, on voit que boursièrement, c'est vrai que ça se passe un petit peu moins bien. Donc ça plaide quand même pour la théorie qui est plus qu'une théorie de la recomposition des portefeuilles, des secteurs. On a même vu des pays aussi, les émergents ont été les grands gagnants jusqu'à maintenant de cette grande rotation. Est-ce que ça va se poursuivre selon vous, Anthony ? Mais que ça rende un petit peu, j'allais dire, de terrain, c'est pas illogique. Enfin, je veux dire, on peut pas avoir des trajectoires linéairement croissantes, surtout sur ce type de pente. La question, c'est est-ce que dans l'économie réelle, on va quand même voir des effets quand même assez massifs et rapidement, parce que ce que jouent quand même les investisseurs, c'est que ça se matérialise par plus de croissance, plus de productivité. Donc si on a des exceptions, là oui, on pourra quand même très clairement se poser la question. Pour l'instant, sincèrement, c'est difficile de faire ça. Enfin, quand on voit la capacité, notamment des hyperscalers, à d'une part prendre des parts de marché et ce qu'ils arrivent à délivrer jour après jour, c'est assez impressionnant. Et je crois que la poche de croissance, elle est toujours là pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, puisqu'on sait bien que sur les marchés, tout bouge très vite. Oui, et puis avec des valorisations peut-être tendues à un moment. Qui sont très tendues, ça, on ne peut pas le nier. Aux valorisations de 2000, de 2007, donc ça commençait à être... Est-ce que ce ne serait pas, Gilles, l'étincelle justement qu'il fallait pour souffler, qui est cette respiration dans les marchés? Peut-être qu'attendait le marché un signe noir, un espèce d'événement exogène. Alors ça, c'est un événement exogène, mais je veux dire, pour revenir les tendances avant, il y a deux choses. Dans l'IA, on voyait comme une divergence déjà avant entre les hyperscalers qui commençaient à souffrir prénom, parce que les 600 milliards de dollars de clients, la rentabilité n'est pas là pour le moment, clairement. Et là, on commence à se poser des questions, des cash flows qui deviennent négatifs si on tient compte des titres, enfin des salaires, enfin des actions payées en salaire. Donc, on a des hyperscalers qui divergeaient. On avait, et quand on parle des émergents, c'est la Corée, c'est Hynix et Samsung. Et on avait les fabricants de pelles et de pioches qui continuaient à percer en bourse à travers les semi-conducteurs, la Corée, et ainsi de suite. Le problème, c'est que ces fabricants, ils n'ont que 5 clients ou 6 clients. Ça veut dire que si ces clients décident d'arrêter de faire 600 milliards de dollars, j'ai quelques doutes sur la rentabilité à l'arrivée de tout ça, ça veut dire que c'était quand même très fragile. Et pour la rotation... On parlait de 2000 tout à l'heure. Moi, je me souviens, j'étais déjà gérant à l'époque. On a eu effectivement mars 2000, mars 2002, où la value est revenue et ça. Mais à partir du moment où la guerre en Irak s'est présentée, et même on a eu WorldCom et des choses comme ça, on a vu tout le marché partir. Et en fait, ma crainte, c'est que l'ajustement à la baisse de l'AI est tellement important, enfin la place est tellement importante dans les indices, 38% du SP500, que de toute façon, ça emportera tout sur son passage. Oui. Aujourd'hui, on est à la partie, je dirais, 2000-2002, où la value, qu'on a ce qu'on appelait à l'époque la hold economy, est revenue. Je me souviens, j'avais vu des slides où on mettait Cisco contre 25 valeurs, qu'on peut mettre Nvidia contre 25 valeurs. Voilà, je revois les mêmes slides 25 ans après. Mais, je veux dire, si on se souvient bien de l'époque, effectivement, après, on a eu le rebond des industriels, l'Europe, du dollar et tout ça. Mais dans un premier temps, l'ajustement à la baisse de l'Internet et de l'IA en finit par emporter tout le marché. Parce que le poids était trop important. Le poids était important, mais je rejoins Anthony. Il n'y avait quand même pas beaucoup de bénéfices, de résultats en face. Là, c'est quand même des boîtes qui, du jour au lendemain, si elles arrêtent leur investissement massif, elles sont quand même hyper productives. 5 trillions de dollars avec 6 clients. Si les 6 clients arrêtent, je vois pas où on peut valoriser 5 trillions de dollars avec 6 clients. Aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est pas Google, c'est pas Microsoft. C'est la première valeur mondiale et de l'industrie la plus cyclique de la planète.
avec 6 à 7 clients. Est-ce qu'il pourrait même, si en scénario catastrophe, pour aller dans votre sens, on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'ETF qui sont composés, qui ont beaucoup, qui vont suivre exactement. Donc c'est vrai que s'il y avait c'est un problème. par valeur, c'est les 401k américains. Je veux dire, si on regarde les 401k américains, Nvidia, c'est 8% je crois, ou 7% des 401k. Tout le monde en a. Oui, c'est la retraite des Américains. Ça va un vrai problème sur la consommation américaine, puisqu'en plus, 50% de la consommation des ménages américains est faite par les 10% les plus riches. Et eux, c'est eux qui en bénéficient. Donc, s'il y a un problème boursier par rapport à l'AI, c'est pas tellement... ça sera la valorisation de l'AI, mais c'est surtout l'effet de richesse. Aujourd'hui, je veux dire, le patrimoine des Américains est totalement différent du patrimoine des Européens ou des Japonais. Et tire même la consommation. Oui, ça tire la consommation. 50% de la consommation est fait par les 10% les plus riches. Les autres, ils sont en souffrance. C'est pour ça que Trump va probablement perdre, en tout cas sur le Congrès, les mi-termes en novembre, parce que 90% des Américains ou 80% sont en souffrance par rapport à l'inflation et à l'absence de croissance salariale. Ceux qui consomment, c'est ceux qui ont de l'AI, et même pas de l'immobilier, parce que l'immobilier est aussi un peu en panne, en tout cas dans tout le sud des États-Unis. Donc, avoir la première valeur mondiale, et CoreWaves, qui est financée intégralement par Nvidia, c'est son sixième client, c'est quand même une bombe à retardement, probablement. Sauf que pour l'instant, ça tient et les résultats sont là. On verra le prochain trimestre. Céline, vous disiez tout à l'heure, vous allez rebondir dans un instant, effectivement, on ne modifie pas son allocation. L'idée, c'est de garder le cap dans la tempête. Et en même temps, vous vous dites, voilà, il y a peut-être des gens qui vont souffrir. Attention, et prendre ses bénéfices sur peut-être ce qui a le plus monté. Effectivement, parce que pour rebondir sur ce que disait Gilles, en 2000, on a connu un crack spectaculaire sur le Nasdaq. Mais si vous aviez été investi sur la Chine, vous auriez eu le début d'une performance positive pendant la baisse du Nasdaq en 2000, et ensuite, vous auriez continué à en bénéficier parce que la Chine a été un des meilleurs marchés entre 2000 et 2008. Donc, effectivement, vous allez forcément avoir une secousse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, dans une panique, de toute façon, tout le monde va baisser. Ça, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais ce qui est intéressant, c'est de dégager le bon grain de livret, de se dire, OK, le jour où ça va repartir, où est-ce que ça va repartir? Et psychologiquement, les investisseurs ont tendance à vouloir aller chercher les valeurs qui ont bien performé avant. Donc, le conseil, pour rebondir sur ce que disait Gilles, c'est n'allez pas chercher du Nvidia qui baisse. Allez chercher les nouveaux leaders du monde de demain qui vont vous entraîner vers la nouvelle croissance qui va émerger à partir de 2027. Et c'est ça qui est compliqué à faire dans nos métiers, c'est d'aller chercher ce qui va se passer derrière. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a une rotation qui est en train de se jouer d'un point de vue sectoriel, mais il y a une rotation également géographique. Parce qu'une des choses qui me fait peur aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais vu le marché américain aussi important en poids sur les marchés actions. On est à 63% d'un tracker monde sur les États-Unis. Ouais. Donc voilà. Donc quand vous investissez sur les actions internationales, vous êtes automatiquement pour les 2/3 sur le marché américain, ce qui veut dire que vous êtes à peu près pour 20% directement sur 10 valeurs de technologie américaine dont vous savez qu'elles sont trop chères. Et dont vous savez qu'elles sont à risque, parce que comme le disait Gilles fort justement tout à l'heure, elles sont très dépendantes de quelques clients qui pourraient tousser un jour. Donc vous vous retrouvez avec un risque qui est très élevé en ayant un tracker. Mais on peut avoir une rotation, parce que les États-Unis, c'est à peu près 20% du PIB mondial, 60% c'est beaucoup, mais il y a d'autres pays, comme par exemple la Chine, dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, mais qui a eu un comportement, à mon avis, extrêmement intéressant ce matin, parce que le marché chinois a plutôt bien résisté comparé à ce qui s'est passé sur la Corée du Sud. Mais enfin, par rapport à ce qui s'est passé sur la Corée du Sud, on n'est pas vraiment dans les mêmes mouvements. Oui, mais la Corée, c'est pareil que... On parlait de l'or ou d'Nvidia, mais ça a pris 60% aussi l'an dernier. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est tiré par quelques valeurs de technologie. Et la Chine, c'est un gros marché qui pèse que 3% dans les indices mondiaux, alors que c'est 20% du PIB mondial. Et on le disait tout à l'heure, c'est un rouleau compresseur et c'est un leader sur la réindustrialisation mondiale. Si vous voulez devenir autonome de point de vue énergétique, vous devez acheter des panneaux solaires chinois. Si vous voulez passer à des voitures électriques, vous achetez des voitures chinoises. Donc, il va y avoir des bénéfices qui vont finir par arriver de ce côté du monde, dans un marché qui est détesté, peu cher, totalement sous-détenu,
et auquel personne ne s'intéresse. Il a été réinvesti un petit peu quand même l'an dernier. C'est 3% du marché 3%, mondial. bon, d'accord. Voilà. Donc on ne peut Les pas flux, dire en tout cas, que elle ce est soit plutôt massif. vers l'Europe. Anthony. Je vais être volontairement un peu contrariant, parce que sinon Oui. c'est pas amusant. Je vois deux points qui me font relativiser un petit peu ce qui a été dit. C'est d'une part, l'IA, c'est une course, et pour l'instant, les leaders ne veulent absolument pas décélérer parce que c'est trop coûteux d'être largué aujourd'hui. C'est vraiment chaque jour, j'allais dire que Dieu fait, il faut absolument être à la frontière technologique. Donc j'ai du mal, pour l'instant, à anticiper un ralentissement. On n'est pas du tout sur des moments de consolidation. C'est au contraire, il faut absolument ne pas décrocher de la frontière. Donc on voit que tous les géants s'affrontent de manière évergue. Donc je pense que ça va continuer de tirer. Et il faut avoir en tête aussi que le rendement du capital aux États-Unis, c'est quelque chose d'absolument, j'allais dire, fabuleux par rapport à ce qu'on fait en Europe, où on le maltraite quand même bien comme il faut. Quand vous êtes investi aux États-Unis, vous avez un rendement du capital. Et en Chine, le problème, c'est que vous n'avez pas de bénéfices. Vous avez beaucoup de sociétés qui ne sont pas bénéficiaires. Par exemple, sur les industriels, on arrive à peu près à mesurer qu'on a 30% des sociétés qui ont un résultat net négatif. Quand on parle des panneaux solaires, je suis assez d'accord pour dire qu'à terme, probablement, d'une part, ils dominent déjà le marché, ils finiront par faire des bénéfices. Mais à l'heure où on se parle, la plupart sont quand même déficitaires parce qu'ils se font une guerre des prix en interne qui est absolument dingue. Donc c'est dur c'est toujours possible de s'investir sur la Chine, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être prudent sur quand même la constitution. C'est un marché très particulier où les règles du jeu sont peu transparentes, où on a effectivement, c'est à la fois un leader mondial industriel et qui génère très peu de bénéfices, donc c'est paradoxal. Donc quand même un petit peu de prudence sur la Chine. La Chine, c'est le seul pays communiste qui a inventé la concurrence pure et parfaite microéconomiquement parlant. Donc, les profits à zéro. Voire qui s'autodétruit presque pour partie. On est sur un marché microéconomiquement pur, où les profits sont à zéro. C'est ce que la théorie microéconomique montre. On a un État communiste d'un côté avec les entreprises, à part les entreprises publiques, et de l'autre côté, une concurrence pure et parfaite telle qu'on l'envisageait il y a quelques années en Europe. C'est dur de bouder les États-Unis pour moi dans ce cadre-là. C'est pour ça que les États-Unis, je veux dire, le profit, c'est comme beaucoup de profits monopolistiques. C'est vrai. C'est pas. Vrai. Mais ça va dans le sens d'Anthony, parce que quand il dit finalement cette course un petit peu à l'IA, on sait bien que the winner takes it all, c'est-à-dire le premier, il va peut-être rafler l'ensemble du marché. Sauf ce qu'on voit ce matin, c'est en Chine sur Edge, sur un nouveau modèle de LLM. Je veux dire, il est possible que les 600 milliards de dollars soient investis pour rien. Je veux dire, non, mais il y en aura forcément qui seront investis pour rien. Comme dans la course à Internet, on se souvient, il y a 25 ans, puisque presque tout le monde, sauf Anthony, peut-être, t'es un peu trop jeune, mais a connu ça. On nous proposait oui, des mais choses aujourd'hui, la différence, c'est qu'on faisait du logiciel et les hyperscalers faisant du logiciel, ils savaient faire de. Là, il faut gérer du dur, qui va peut-être servir à rien. Je veux dire, après l'Internet, on a eu des tas, pour ceux qui se souviennent de Global Crossing, des choses comme ça, on a inventé dans la fibre qui n'a pas servi, parce qu'on avait anticipé. Et aujourd'hui, le risque, c'est qu'on voit ce matin des modèles, je ne sais plus où ils s'appellent, qui sortent sur éventuellement téléphone ou PC, que les data centers ne servent à rien. Et c'est 600 milliards de dollars de data centers. 600 milliards de dollars, c'est l'économie. Enfin, c'est beaucoup, c'est 10% du PNB français. Ça peut servir à rien. Et donc, ça veut dire que derrière, très clairement. Les hyperscalers, derrière, ça va être des amortissements. On a vu quand même Meta changer de nom pour s'appeler Metaverse. Et à l'époque, c'était 30 milliards de dollars. On a comme divisé par deux le titre Facebook qui s'appelait Facebook et devenu Meta. Pour juste 30 milliards de dollars qui n'ont servi à rien. Parce que le Metaverse, je ne crois pas, j'ai regardé, ça fait longtemps que je regarde, ça ne m'a jamais beaucoup intéressé, mais ça c'est vrai que l'IA avait l'air de plus passionner que le casque. Que le Metaverse, que les NFP, comme ça, on peut donner. Voilà. Donc le risque aujourd'hui, le problème, c'est pas la course à l'IA. L'IA est là pour exister, les larges langages modèles fonctionnent. C'est le fait qu'on mette 600 milliards dans le dur, dont la rentabilité n'est pas du tout assurée. Et même s'il y a un vainqueur, si c'est Google, peut-être que fera les 200 milliards de Facebook dans le dur. Voilà, c'est des choses qu'ils ne faisaient pas. C'est des gens qui avaient des free cash flow qui étaient énormes parce qu'ils faisaient de logiciels qui derrière étaient dupliqués. Là, ils vont gérer des CPUs, enfin des semi-conducteurs qui se déprécient au bout de 4-5 ans. Alors que chez certains, c'est 10 ans de dépréciation. Parce qu'il y a un autre problème comptable, qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent alors qu'ils mettent la dépréciation à 10 ans, ça c'est Coreways. Et donc, tous les 5 ans, normalement, il faut changer, refaire tout son data center. Il faut réinvestir avec, en plus de l'obligataire maintenant, puisqu'ils s'endettent. Et là aussi, on sait que toute grande crise, je parle sous de contrôle, Céline, c'est vrai que ça part souvent du crédit. Là, on est quand même... sur des boîtes qui ont encore du cash flow, qui ne sont pas trop endettées, en tout cas moins que ce qu'il y avait on a vu, début. et c'était intéressant, ça m'a rappelé ce qui s'est passé quand les taux d'intérêt étaient négatifs, et on avait une émission obligataire négative, ça s'entend. Et voilà, c'est vrai que c'est l'Autriche. Je suis en train de... Et là, on a eu la même chose avec des sociétés technologiques qui émettent à 100 ans. Voilà, donc je pense qu'on va beaucoup en reparler de cette émission obligataire à 100 ans, parce qu'il faut quand même... La technologie
on n'est pas si vieux que ça, mais on a quand même vu beaucoup de changements. Kodak. Pour vous, ça fait partie des signaux faibles, finalement, Canon, quand on arrive à voilà. peut-être ces aberrations économiques. On arrive à des aberrations. On se dit, voilà. là, c'est le moment de... Oui, et alors il y a un Attention. signal, on en a parlé tout à l'heure assez brièvement, c'est la génération de trésorerie disponible, de cash flow. Quand vous avez un plongeon de votre génération de cash, derrière, c'est très mauvais. Vous avez des problèmes. Surtout si vous commencez à avoir des revenus qui sont un peu tangents. Et sachant que vous avez des revenus qui sont, on va dire, pour un gros tiers dépendant de la publicité, si jamais vous avez un ralentissement économique, je ne vois pas exactement comment est-ce que vous allez faire avec votre génération de C'est pas tout à fait ce qu'on a trésorerie. observé pour l'instant. Il continue Ah, mais- de de l'argent. Non, en fait, ce qui compte, c'est la pente. Ah, c'est la baisse. La baisse de la génération de trésorerie disponible. D'accord. Depuis 2 trimestres, vous avez une baisse de génération de trésorerie disponible. Microsoft, C'est une baisse qui doit être à peu près de 66% depuis 2 trimestres. C'est spectaculaire. Bon, on va vérifier Donc, voilà. ça. Et la dernière on fois fait qu'on a eu confiance. ça, c'était fin 99. Voilà. Bon, et bien sur ces augures assez funestes, on va terminer cette planète marché. En tout cas, un grand merci à nos 3 experts. J'espère qu'on n'a pas déprimé tout le monde, tout à fait. Merci à Gilles Etcheberry-Garay, Elcano Asset Management, Anthony Morlet de la Vidali, merci de Rex et Code, et puis Céline Picmal-Prat de Picmal Autumn Investments. Merci à tous les 3. On continue dans un instant. On va reparler de la souveraineté technologique. À tout de suite. Dans Smart Bourse, ce dernier quart d'heure, on va s'intéresser à la souveraineté technologique. L'Europe qui peut et doit riposter. On en parle avec notre invité François Robinet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur d'AVP, un fonds de venture. Alors, on vous connaissait à la tête de AXA Venture. Pas à la tête d'AXA, pas tout à fait. Mais AXA Venture, enfin... voilà, AXA Venture Partner. AXA Venture Partners. Et vous avez gardé les mêmes initiales. Oui, voilà, on ne s'est pas cassé la tête. On a pris notre indépendance quand AXA a vendu toute sa gestion d'actifs à BNP. On en a profité pour racheter la société. Mais on est resté AVP, AXA Venture Partner. On était connu sous le nom d'AVP, donc on a gardé les 3 lettres. C'était plus simple. Très bien, voilà pour la présentation. François, votre combat, comment répondre au déficit chronique de financement des scale-up européennes, un segment qui est historiquement dominé par les fonds américains et souverains. C'est vrai, c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche un peu bien, il y a un gros américain, maintenant chinois ou autre, qui arrive et qui met la main dessus. Ouais, Comment mais on c'est arrive vrai, à rester indépendant? C'est vrai, et c'est une question de force de frappe. C'est-à-dire que historiquement, le marché du venture, ça a été un marché américain. Alors l'Europe s'est beaucoup développée. Il y a eu énormément d'initiatives qui ont fait que l'Europe a beaucoup progressé. D'abord avec des fonds venture, puis avec des fonds grosses. Il y a eu l'initiative Tibi en France. Il y a eu l'équivalent dans d'autres pays qui ont permis l'émergence de vraies plateformes, de très bonnes plateformes, dont AVP. Qui investissaient d'abord sur le venture. Ce que j'appelle le venture, c'est des sociétés au début de leur vie, assez risquées. D'accord. Et puis C'est quoi la traduction en français? Capital investissement, comment on peut dire? Oui, c'est amorçage pour le tout Amorçage. début et capital risque ensuite. Donc c'est vraiment des sociétés qui ne sont pas encore constituées, qui ont déjà le chiffre tout d'affaires début, ou pas encore? c'est des sociétés pas encore constituées. Vous avez une présentation, des slides et vous investissez Voilà. sur une équipe. Nous, on fait pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le seed. C'est vraiment l'amorçage. On investit quand il y a un produit. On veut voir le produit. On veut voir à quoi ça ressemble. Par contre, on prend le risque de ce qu'on appelle go-to-market, c'est-à-dire d'entrer sur le marché et de trouver les premiers clients. Ça, c'est ce qu'on appelle le venture. Et donc, il y a un élément de risque assez important parce qu'évidemment, on aime bien le produit, on aime bien le software, on aime bien la technologie, mais on ne sait pas si ce service ou ce software trouveront leur marché. Et puis après, on s'est déplacé sur ce qu'on appelle le growth, croissance, donc capital croissance en France, c'est-à-dire une fois que la société a trouvé son marché, pour le coup, le sujet c'est d'accélérer et devenir une très grande société. Et historiquement, aux États-Unis d'abord, et puis en Europe, comme je le disais, on a beaucoup progressé. L'innovation, c'est financer comme ça des petits tours de financement initialement,
Et puis, plus la société se développait, des gros tours de financement et les licornes dont C'est on ce a qu'on beaucoup appelle les parlé. différentes séries. Les différentes A, séries. B. Série A, typiquement, au début de la vie des sociétés, B, C, et puis l'alphabet à 26 lettres, donc on peut aller très loin jusqu'à la sortie. Et la sortie, ça peut être l'IPO, ça peut être une acquisition stratégique. Par un groupe industriel. Est-ce que je me trompe quand je dis que plus on monte dans les tours, plus la société a fait ses preuves, plus on anticipe qu'elle va gagner de l'argent, plus ça vaut cher le ticket d'entrée? Oui, alors c'est ça qui est intéressant. C'est vrai, c'était vrai historiquement, c'est toujours vrai. C'est typiquement l'histoire des sociétés qui développent des softwares, des logiciels. Des logiciels et le vendre à quelques clients, c'est la série A, on lève 5, 10, 15, 20 millions, et puis elle se développe et on finit par lever des centaines de millions. On a des très belles sociétés en France, Doctolib, des sociétés comme cela qui ont commencé toutes petites, et puis qui sont maintenant devenir des très très belles sociétés profitables ou très proches de la profitabilité, etc. Et nous, on a développé nos fonds dans cette logique. Un fonds venture Oui. qui investit, qui fait 200 millions, qui investit au début de la vie des sociétés. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a un fonds grosse qu'on est en train de lever, qui devrait faire 1,5 milliard, qui là investit dans des sociétés qui sont matures, peut-être pas encore profitables, mais avec un chemin vers la profitabilité très clair, qui font une centaine de millions de chiffres d'affaires, voire plus. Donc, Qui investit, François, dans ces fonds? Ce sont les zinzins, les institutionnels? Voilà, c'est les institutionnels, les fonds de pension, en Europe, beaucoup les sociétés d'assurance. Nous, on a eu la chance de bénéficier du soutien fort d'AXA. On continue à bénéficier du soutien d'AXA. Mais voilà, les investisseurs institutionnels, des family office aussi, des corporates qui veulent, outre le retour financier, bénéficier un petit peu de retour de marché, voir un petit peu ce qui se passe sur le marché de l'innovation. Donc, c'est l'ensemble de ces investisseurs. Ce qui est en train de changer, c'est que l'innovation, les nouvelles technologies, ou certaines nouvelles technologies, ont un cycle de financement différent, et notamment parce elles consomment pas mal de capital au début de leur vie. Ce fameux CAPEX, ça veut dire qu'on ne peut pas démarrer avec 5-10 millions. Quand vous faites un software, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de 5-10 programmeurs, et vous programmez et vous faites votre software. Quand vous faites de l'ordinateur quantique, c'est quelque chose qu'on connaît bien parce qu'on a financé le dernier tour de table d'une très belle société française qui s'appelle Alice et Bob, dont j'étais venu parler ici. Évidemment, on a les chercheurs, on a de la recherche, mais on a aussi du CAPEX parce qu'il faut les construire, ces ordinateurs quantiques. Il faut construire une usine, un début d'usine. Le dernier tour de table d'Alice et Bob, qui était une série B, pour reprendre les séries, c'était un tour de 100 millions. Qu'on a dirigé. Et on a beaucoup d'industries comme celle-ci. Donc j'ai cité le quantique, mais il y a la robotique, les semi-conducteurs, dans une certaine mesure le life science, les industries de l'espace également, qui ont ce cycle de financement. C'est-à-dire, même à des stades tôt du développement des sociétés, il faut beaucoup de capitaux. Et ça, l'Europe est encore en retard. Pourquoi? Est-ce que c'est une mentalité? Est-ce qu'on est frileux? Non, c'est une question de force de frappe. D'accord, on n'a pas les fonds. Donc, vous voyez, on était très content de lancer notre fonds d'1,5 milliard. Il y a maintenant quelques fonds en Europe qui font plus d'1 milliard, mais qui se concentrent sur des sociétés qui sont déjà bien avancées. Il faut des fonds de cette taille-là, ou voire plus gros, et même plus gros pour avoir la capacité de prendre ces risques, qui peuvent mettre 200-300 millions sur un tour de table d'une société assez jeune. On le voit aussi sur l'intelligence artificielle. Oui. Les premiers tours des OpenAI, Anthropic ou Mistral, on parlait de plusieurs centaines de millions d'euros. Qui a fait ces tours? Les gros fonds américains. Pourquoi ils ont fait ces tours? Parce qu'ils ont cette force de frappe. Parce qu'aux États-Unis, vous avez plusieurs fonds privés qui font plus de 5 milliards. Sequoia, gros, ça doit faire 8 milliards. Le fonds d'Andreessen Horowitz, 14 milliards, etc. Donc vous pouvez mettre des tickets de 200-300 millions. C'est cohérent avec la taille de votre portefeuille, de votre fonds, en termes de prise de risque. Et ça, on ne l'a pas encore en Europe. Et c'est d'autant plus dommage que sur les industries, les technologies dont je viens de parler, le quantique, etc., l'Europe a une vraie carte à jouer. Oui. Une vraie carte à jouer. Alors vous dites, on a peut-être perdu finalement la bataille de l'IA du côté du software, mais du côté de l'industrie l'IA, j'allais dire, le train a quitté la gare quand même. Heureusement qu'on a Mistral, qui fait quand même un très beau boulot, mais on a à peu près que Mistral. Sur les autres verticales dont je parlais,
qui sont des applications industrielles. Donc on parle de réindustrialisation, ça c'est de la vraie réindustrialisation. C'est de la souveraineté et de la réindustrialisation, mais il faut du financement en très grande masse. Et ça, on n'a pas encore les fonds capables de faire cela. Et le risque, pour le coup, et on l'a vu sur pas mal de dernières opérations de financement, c'est que ce soit les fonds anglo-saxons, qui sont par ailleurs excellents. Hein, c'est pas une critique sur la qualité de ces fonds, ils sont excellents, mais ils sont américains. Et donc, forcément, ils vont déplacer le centre de gravité de la société vers les États-Unis. Donc on va perdre en souveraineté, même si on a les talents finalement. On a les talents, on a les centres de recherche, on a l'esprit entrepreneuriat, on a des très très bons entrepreneurs, vraiment, vraiment. Mais au bout d'un moment, l'argent, ça compte. Ouais. Et quand on voit qu'on est sur un ratio de 1 à 10 en passant, en allant du côté des États-Unis, hein, souvent c'est les levées de fonds, ils font c'est à peu près ça. On a un des concurrents, je parlais d'Alice et Bob, qui a fait une levée d'1 milliard. Ah oui. Alors qu'ils ne sont pas plus avancés. Mais, ah oui, d'accord. Donc avec 1 milliard, c'est 10 fois plus que les 100 millions. Ça fait quand même beaucoup d'argent. On peut mettre beaucoup plus de compétences en une fois. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut acheter, même si les salaires sont plus élevés aux États-Unis, on peut quand même recruter beaucoup de monde. Ouais, je parlais justement de mentalité parce que nous, notre réflexe, c'est souvent de se pencher vers l'État à ce moment-là et de se dire, l'État va décider, flécher l'argent, créer une loi pour favoriser la création d'un fonds. Est-ce que c'est oui, alors... l'écosystème européen est différent. D'abord, le mode d'épargne en Europe est différent. En Europe, en France en particulier, on a des retraites par répartition, pas par capitalisation. Donc on a une manne d'épargne qui n'est pas disponible. Donc il n'est pas anormal que l'État participe à ce financement. La BPI a fait un travail remarquable en France, hein. Quelquefois critiqué, mais heureusement qu'il y a la BPI. Il y a des co-investisseurs à vos côtés sur Alice et Bob, oui, en particulier, et sur d'autres sociétés, oui. La BPI sait prendre des risques, et heureusement qu'elle est là. Il y a l'équivalent de la BPI dans d'autres pays européens. Il y a l'EIF au niveau européen. Donc oui, il y a de l'argent public qui se substitue à l'argent privé. C'est très bien. Ça, j'allais dire, c'est cohérent avec l'environnement européen, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on connaît la situation des finances publiques, il y a une limite, et il faut que l'investissement privé, en termes de capacité à prendre des risques et en termes de volume, soit disponible pour investir dans ces entreprises innovantes, qui encore une fois sont au meilleur rang mondial, parce que c'est les industries de demain et parce que c'est la souveraineté européenne. Et voilà, et c'est capital effectivement de continuer, d'encourager cette souveraineté européenne. On parle beaucoup, notamment dans le secteur de la défense, mais pas que. En tout cas, il faut refaire notre retard sur l'IA. Vous le disiez, hein, la bataille et le train est passé, mais on peut se rattraper. Et également sur la défense. La défense tech, les industries technologiques appliquées à la défense ou avec ce qu'on appelle les dual use, donc civil et militaire. Là encore, l'Europe a quelque chose à dire. Quelque chose à faire. Voilà, en tout cas, malheureusement, le contexte est assez propice. On espère qu'on va trouver des financements. Merci François Robinet. Je rappelle que vous êtes le créateur d'AVP, donc un fonds de venture. Et on vous souhaite un bon courage pour toutes ces levées. Merci à vous. Cette édition de Smart Bourse touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous revoir ou nous réécouter en replay sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Vous pouvez bien sûr vous abonner et puis regarder également sur les réseaux sociaux l'excellent Smart Trade tous les jours avec Pauline Gratel. On se retrouve dès demain à 17h en direct pour une nouvelle émission. D'ici là, excellente soirée à tous.